Bonjour à tous et bienvenue. Une heure pour vous aider à comprendre les légumineuses et comment elles redéfinissent notre rapport à l'alimentation. Les légumineuses, qu'est-ce que c'est? En quoi sont-elles si importantes pour que l'Assemblée générale des Nations unies ait jugé nécessaire de faire du 10 février la journée internationale des légumineuses? Rappelons qu'avant cela, elle avait déjà proclamé 2016 année internationale des légumineuses, justement parce qu'on leur reconnaît de nombreuses vertus, un potentiel nutritionnel énorme, des bienfaits pour l'écologie, pour l'agriculture et pour les animaux. Pourtant, comment expliquer qu'elles sont négligées et cultivées de moins en moins? Quels sont les facteurs qui entravent la culture des légumineuses? Qu'est-ce qui explique ce désintérêt et comment les journalistes peuvent-ils couvrir ce sujet de manière pertinente et responsable? C'est l'objet de ce webinaire pour lequel nous avons l'immense plaisir d'accueillir le docteur Palanga Kofi Kibalou. Il est enseignant-chercheur en biochimie et biologie moléculaire à l'Université de Kara. Bonjour, Monsieur Palanga. Bonjour, Monsieur Balao. Merci Merci du pour plaisir que l'occasion. vous nous faites pour participer à ce webinaire. Notre second intervenant, c'est le docteur Essouna Modom Banla, si je prononce bien. Il est sélectionnaire et chef programme légumineuse à graines à l'Institut togolais de recherche agronomique, ITRA. Bonjour, Monsieur Banla. Bonjour, monsieur. Bonjour à Dr. Palam. Merci d'avoir accepté aussi de participer à ce webinaire que nous organisons aujourd'hui pour expliquer au public et bien sûr aux journalistes aussi comment mieux couvrir les légumineuses qu'on considère aujourd'hui comme l'aliment du futur. Ma première question à vous, Monsieur Palanga, les légumineuses, c'est quoi? Mais avant de répondre, j'aimerais préciser aux participants et aux participantes à ce webinaire que vous avez la possibilité de poser des questions. Si vous avez des questions à poser, vous avez le chat qui est en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et ces questions seront répondues dans la dernière phase de ce webinaire. Pour les journalistes du réseau, des journalistes scientifiques, pour les journalistes de notre réseau qui nous suivent via Facebook, vous pouvez également poser vos questions. Il suffit pour vous de les mettre dans les commentaires sous la vidéo en direct. Et je me ferai l'honneur de poser ces questions-là aux panélistes et ils sont là pour répondre à toutes les questions que vous avez sur les légumineuses. D'abord, qu'est-ce que c'est que les légumineuses? Est-ce que ce sont des alicaments? Est-ce que ce sont des légumes? Qu'est-ce qu'on entend par légumineuses? La question vous est adressée, Monsieur Palanga, pour commencer. C'est quoi les légumineuses? De quoi parle-t-on quand on dit ou quand on prononce le vocable légumineuse? Merci beaucoup, Monsieur Balao. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Quand on parle des légumineuses, on fait allusion à une famille de plantes qui produisent des fruits appelés gousses, qui renferment des graines très riches en protéines. Donc, pour définir assez simplement, les légumineuses, c'est ça. Une autre définition, peut-être, docteur Essouna? Bon, pour ajouter, effectivement, comme il a dit, c'est un groupe de plantes qui se définit pour le consommateur sur l'aspect nutritionnel par leur richesse en protéines. Mais ils ont d'autres caractéristiques, par exemple, qui les caractérisent, qui est qu'ils ont une capacité à s'auto-entretenir en fixant l'azote atmosphérique. Et donc, généralement, quand on utilise le vocable légumineuse, derrière ça, les gens ont en tête comme quoi c'est des cultures qui n'ont pas trop besoin de fertilisation en azote. Voilà ce qu'on peut ajouter. Il y a une différence fondamentale entre les légumineuses et les céréales. Le maïs, le riz ne sont pas considérés comme des légumineuses. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples des légumineuses? Peut-être, bien sûr, les plus cités, l'haricot, les fèves, voilà, les lentilles, les pois chiches, mais parlez-nous un peu des légumineuses. Quelques exemples qu'on retrouve dans nos assiettes quand on s'assoit à table pour manger. D'accord. Comme vous l'avez dit, il y a une différence entre les légumineuses et les céréales. Les céréales appartiennent carrément à un autre groupe de plantes qu'on appelle les graminées, qui sont produits plutôt pour leurs graines qui sont riches en énergie, donc en une substance qu'est l'amidon, qui fournit de l'énergie au corps. Alors, comme on l'a dit, les légumineuses fournissent plutôt des protéines et sont plutôt pauvres en amidon. Alors, comme légumineuses que l'on retrouve euh, assez souvent dans nos plats, on a en Afrique, du moins au Togo ici, on a l'inibé par exemple. On a ensuite le pois bambara.
On a les lentilles de terre, comme vous l'avez dit. On a les pois, qui sont plus des légumineuses des pays tempérés. Voilà à peu près quelques légumineuses que l'on consomme très souvent. Il y a le pois d'Angole aussi. Voilà. J'ai fait une publication ce matin sur Facebook en disant, si je ne me trompe, que les légumineuses exemplifient l'approche une seule santé parce que elles apportent à la fois des valeurs nutritionnelles, que ce soit à l'homme, à l'animal et aussi à la durabilité agricole. On parle alors des légumineuses fourragères et des légumineuses à graines. Vous êtes spécialiste, docteur Ressouna, des légumineuses à graines. Euh, Parlez-nous des légumineuses à graines. Ok. Les légumineuses à graines, généralement, comme le docteur Alamba vient de le dire, c'est des cultures généralement saisonnières, comme le soja, l'arachide, le niébé qu'il a cité précédemment, et donc ils sont essentiellement cultivés pour leurs graines. Donc ça veut dire que ces légumineuses sont cultivées et c'est souvent les graines que l'homme exploite pour son alimentation. C'est pourquoi, au niveau de l'IFRA, par exemple, l'Institut togolais de recherche agronomique, bien que nous travaillons sur l'ensemble des légumineuses, il y a un groupe spécialement qu'on appelle les légumineuses à graines. Mais ce sur quoi j'aimerais assister, puisque vous avez abordé l'aspect nutrition, c'est que ces légumineuses, la plupart du temps, certaines sont consommées aussi bien pour leurs feuilles que pour les graines. Quand nous prenons le niébé, par exemple, au Togo, les feuilles rentrent dans l'alimentation, dans la fabrication de la sauce et d'autres mets également que beaucoup de gens connaissent très bien. Donc, ce n'est pas seulement les graines, mais c'est les graines qui sont beaucoup plus mises en avant. Maintenant, pour ce qui concerne ce que vous avez abordé, pour ce qui concerne les animaux, l'environnement et les humains, nous avons ce que nous appelons les légumineuses à double usage. Vous savez que généralement, ce que l'homme fait, c'est d'abord pour son usage propre. Et donc, double usage pour dire que quoi, ces légumineuses peuvent être utilisées également pour l'élevage. Donc, nous avons des variétés d'arachides, de niébé, par exemple, qui sont utilisées, les graines pour les humains, mais à la récolte, on utilise les feuilles pour nourrir les animaux. Maintenant, l'aspect environnement, comme vous l'avez dit, les légumineuses ont cette capacité donc à enrichir le sol, ce qui fait qu'ils protègent l'environnement et puis voilà. Donc, l'environnement est plus sain pour les humains. C'est un peu tout ça. Merci beaucoup. Nous avons plus d'une centaine de journalistes inscrits pour participer à ce webinaire. Et pour certains d'entre eux, bien sûr, la question peut être nouvelle. Vous êtes aussi des consommateurs d'informations, Dr Palanga et Dr Souna. Vous avez des Facebook, vous voyez dans vos feeds d'actualité, vous allez sur les médias, vous lisez un peu ce qu'écrivent les journalistes. Avez-vous l'impression que c'est un sujet assez couvert par les médias? C'est à qui veut, bien sûr, prendre la parole en tout. Bon, je peux dire que de plus en plus, c'est un sujet couvert, pas forcément par les médias comme on entend la radio, la télé, mais peut-être sur les sites web où il y a des articles qui abordent en fait les différents bénéfices à consommer les légumineuses à graines. Voilà, bon, sinon, je pense que ce sont surtout certains légumineuses sont vraiment négligés par les médias. On ne communique pas assez autour de leur potentialité. Merci. Généralement, moi, quand je fais le tour, la plupart des artistes, ça parle que des vertus. Alors, des vertus. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle on devrait parler ou couvrir les légumineuses, docteur Wilson? Oui, bon, quand vous dites est-ce que c'est pour leur vertu seulement qu'on doit parler, naturellement, leur vertu, généralement dans leur vertu, on met tout. Et donc, si c'est pour les vertus qu'on en parle, c'est déjà une bonne chose que d'en parler pour leur vertu. Et donc, si on peut en parler au maximum, ce serait bien. Vous savez, récemment, moi, je ne vais pas faire la publicité pour un média ici, hein. Récemment, je suivais une émission sur une radio et Local? pendant, oui, une radio locale. Et donc, Canal FM ou une émission très bien écoutée sur cette radio, les journalistes ont pris 10 à 15 minutes d'abord pour parler de la santé et de l'alimentation. J'ai été surpris d'entendre les journalistes débattre sur le fait que le niébé est très bon pour la santé. Et ils étaient en train d'encourager la consommation d'aliments lourds parce que le niébé, c'est très bon et puis c'est bon.
j'ai beaucoup apprécié, mais je me suis dit, si ces journalistes pouvaient faire souvent ce genre d'émissions, donc voilà, c'est comme pour confirmer ce que Dr Palanga vient de dire, de temps en temps, il y a des émissions, mais pour moi, c'est mon avis, hein, j'espère qu'on peut faire mieux. J'espère qu'on peut faire mieux. C'est pas, on ne fait pas assez en termes de communication. Je posais la question parce que je me dis qu'il y aurait peut-être aussi aux légumineuses un volet économique. Et en choix économique aussi, il n'y a pas que des vertus pour la santé, il y a aussi une raison économique de pouvoir s'intéresser à cette filière-là. Le Canada aujourd'hui fait partie des pays, l'un des premiers pays exportateurs même des légumineuses. Derrière, je pense, l'Inde est le premier producteur, mais le Canada exporte le plus. Donc, il y a un avantage, il y a un intérêt économique. Et moi, je voudrais aussi savoir pourquoi alors on parle des légumineuses négligées. Parce que quand on fait un peu de culture sur les légumineuses, on remarque que elles existent depuis bien des siècles. Mais pourquoi alors on parle de légumineuses négligées aujourd'hui? Pourquoi le terme légumineuses négligées? En quoi sont-elles négligées? Comment vous l'expliquez, docteur Palanga? Ok, merci pour ça. J'aimerais d'abord nuancer parce que toutes les légumineuses ne sont pas négligées. Il y a une catégorie qu'on considère comme négligée, mais il y a des légumineuses qui sont vraiment auxquelles on accorde beaucoup d'attention, comme le soja, comme l'arachide, ou même parfois comme le niébé. Ces légumineuses-là bénéficient de marchés structurés, de programmes de recherche et d'un intérêt commercial mondial. Par contre, il y a une autre catégorie, comme le pois d'Angole, le wanzhou, les lentilles de terre, qu'on appelle légumineuses négligées ou sous-utilisées, malgré leur adaptation aux conditions locales, parce qu'il y a une certaine négligence vis-à-vis de ces espèces. D'accord? Et dire que ces légumineuses sont négligées renvoie en fait à quoi? À leur faible prise en compte dans les politiques agricoles publiques, dans la recherche, dans les statistiques agricoles et sur les marchés. Si vous prenez par exemple le cas du Togo, c'est très difficile de trouver des statistiques sur ces légumineuses-là, que ce soit le vanzo, que ce soit la lentille de terre, c'est très difficile de trouver des statistiques. C'est plus par rapport à ces aspects-là qu'on qualifie ces légumineuses-là de légumineuses négligées. Merci. Est-ce autant pour dire qu'elles sont moins cultivées? Non, on ne peut pas dire qu'elles sont moins cultivées parce que les données, en tout cas pour ce qui concerne nous, les chercheurs, le docteur Palanga vient de le dire, on n'a pas trop de statistiques en termes de couverture, de rendement pour ces légumineuses. Mais pour les chercheurs qui ont fait des prospections, qui ont collecté des données, les données montrent que les légumineuses sont très bien cultivées sur toute l'étendue du territoire togolais. Et ce n'est pas seulement au Togo, partout en Afrique de l'Ouest et même de l'Est, les légumineuses sont très bien cultivées. C'est les cultures même les plus, euh, qu'on retrouve le plus partout. Quand on circule dans les villages, dans les localités, chez les ménages, les petits paysans, les légumineuses ne manquent jamais. Les légumineuses ne manquent jamais. Alors que les cultures d'importance économiques comme les cultures d'exportation se retrouvent très souvent chez les grands exploitateurs, c'est-à-dire les grands producteurs qui visent des rentabilités beaucoup plus élevées. Mais les légumineuses sont très bien cultivées, je vous assure. Nous avons déjà quelques questions des participants et je prends l'une des questions, celle de M. Genou Kossi Tchekim, qui est coordonnateur de l'EuroPCM. Il dit plus d'une décennie, notre structure, il travaille sur la valorisation des légumineuses à l'instar du pois d'Angole et Voandu, qui sont très riches en protéines et qui participent également à la fertilité du sol. Merci de l'opportunité, monsieur le docteur. Mais pourquoi, depuis plusieurs décennies, il y a une négligence sur le pois d'Angole et Voandu au Togo, malgré leurs vertus? Bon, je dirais tout simplement, malgré leur vertu, pourquoi est-ce que ces cultures sont encore négligées? Je pense que le docteur Palanga l'a évoqué hein, dans son intervention précédemment. Généralement, tout dépend de la politique et de la vision à l'échelle du pays. Vous comprenez? À un moment donné, le soja n'était pas une culture d'importance, vraiment au Togo. Mais c'est lorsque le soja a pris de l'ampleur, les gens ont commencé par exporter, à se faire de l'argent et subitement, on en parle. Voilà. Et donc, généralement, c'est l'intérêt, l'économie qui guide un peu. Mais le problème dans nos pays africains,
c'est que l'État, en tout cas les dirigeants, ceux qui décident, réfléchissent en termes de qu'est-ce que ça me rapporte en termes de recettes, qu'est-ce qui rentre dans la caisse de l'État. Et donc, lorsque ces cultures que le docteur a évoquées, comme quoi des cultures négligées, détenues par des ménages à faible revenu, lorsque l'État ne voit pas directement ce qu'il peut gagner là-dedans, il n'est pas pressé d'investir dans ce genre de domaine. C'est ce qui explique fondamentalement, à mon avis, le fait que ces négligés soient toujours restés plus ou moins négligés. Mais il y a aussi un aspect ignorance, c'est-à-dire méconnaissance. Nous pensons très souvent que les politiciens savent, hein, mais ils ne savent pas toujours. Ils ne savent pas toujours. Parfois, donc, c'est là où on pourrait dire que c'est à nous qui avons travaillé sur ces légumineuses et qui connaissons un peu d'aller voir un peu comment amener les politiciens à se dire attention, nous devons investir dans ça parce que c'est des cultures qui peuvent vraiment participer à la sécurité alimentaire au niveau national. Donc, c'est un peu ça. Merci. Oui, allez-y, Monsieur Palanga. Oui, en fait, comme l'a dit le docteur Banla, le fait qu'elle soit négligée est dû à beaucoup de raisons. Il y a une responsabilité structurelle de l'État qui a tendance à mettre l'accent en fait sur des cultures qui sont, comment dire, qui sont exportées, des cultures d'exportation, des céréales importées à court terme. Ces choix-là sont faits en fait dans un contexte de pression démographique. Ça, on ne peut pas les blâmer pour ça. C'est pour garantir rapidement l'approvisionnement alimentaire. Alors, au-delà de cette reproche-là faite à l'État, aux États plutôt, il y a le fait que il y a de plus en plus le calcul économique des producteurs. Les producteurs tendent maintenant à privilégier les cultures qui offrent des revenus plus prévisibles. Donc, ils sont aussi responsables en fait de cette négligence progressive des légumineuses. Alors, il y a aussi les habitudes alimentaires des consommateurs hein, qui évoluent. Plus on est dans les milieux urbains, plus on a tendance en fait à considérer comme les légumineuses là comme des produits ruraux. On s'oriente plutôt vers des aliments importés. Et n'oublions pas l'aspect partenaire technique financier qui, pendant très longtemps, ont encouragé la culture des revenus à fort rendement calorique ou des espèces qui sont plutôt exportées sur les marchés mondiaux. Cette approche a certes évolué, mais elle a contribué vraiment à cette négligence vis-à-vis des légumineuses dont on parle. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de mentionner la responsabilité, que ce soit des producteurs, de l'État, des consommateurs. Qu'en est-il des chercheurs? Sont-ils dédouanés? Je vais d'abord laisser le docteur Bala s'exprimer. Est-ce qu'il n'y aurait Les pas une chercheurs, responsabilité aussi des bien chercheurs dans sûr, ça, au-delà de bien, l'État, des producteurs et des consommateurs? bien sûr, bien sûr. Les chercheurs ont une grande responsabilité dans ça. Je l'ai dit précédemment quand j'intervenais en disant que quoi, nous avons travaillé, nous avons mené des activités de recherche. Nous connaissons les légumineuses, nous connaissons leurs vertus et nous savons ce que ces légumineuses peuvent vraiment représenter. Et si on les valorisait, comment elles peuvent contribuer à la sécurité alimentaire à l'échelle nationale. Mais la question, c'est qu'est-ce que nous faisons pour amener le politicien à intégrer ça dans sa politique. Et donc, notre responsabilité se trouve dans le fait que les résultats, lorsque nous les obtenons, comment nous passons au niveau du politicien pour le convaincre, pour l'amener donc à se dire que je peux investir dans ce domaine, même si, c'est là où je vais venir sur une question, même si ce n'est pas pour une rentabilité économique immédiate, c'est-à-dire que les recettes de l'État vont augmenter à court terme, au niveau de la population, la santé de la population, c'est un facteur extrêmement important. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'évalue pas forcément en termes économiques, mais les légumineuses, aujourd'hui, c'est elles qui peuvent contribuer à maintenir une population en bonne santé. Et donc, sous nous les scientifiques, nous arrivons à amener les politiciens à comprendre cela. Je pense que les lignes peuvent bouger. Je pense qu'ils ont une responsabilité quand même dans ça. Concrètement, comment ils peuvent aider la population à maintenir une bonne santé? Comment ça se fait? Oui. Pour ce qui concerne la santé, comme nous l'avons dit,
les légumineuses, que ce soit les légumineuses à graines ou les feuilles, comme nous l'avons dit, elles sont riches en protéines, mais non seulement en protéines, elles contiennent des fibres, des vitamines et un certain nombre d'éléments. Et donc, c'est des aliments extrêmement équilibrés. Généralement, lorsque quelqu'un a des problèmes de diabète, on l'encourage à consommer dans sa ration alimentaire, on l'encourage à mettre un accent beaucoup plus sur les légumineuses, le niébé, un certain nombre de choses pour réduire la teneur en sucre. Et donc, voilà comment ces légumineuses sont extrêmement importantes sur le plan nutritionnel. Mais quand on parle de la santé, ce n'est pas seulement ce que nous mettons dans le ventre. Il y a l'environnement dans lequel nous vivons, l'eau que nous buvons. Quand nous cultivons les légumineuses, ce qui se passe souvent, c'est que nous n'utilisons pas beaucoup d'engrais. Il y a beaucoup de légumineuses même qui n'exigent même pas d'apport d'engrais. Et donc, ça veut dire que quoi? Quand on n'apporte pas d'engrais chimiques, on réduit donc la pollution environnementale. Et donc, les engrais qui sont utilisés, emportés par la pluie vers les nappes et puis qui polluent l'eau que nous buvons. Voilà. Donc, les légumineuses contribuent dans ce sens également à la santé de la population. Maintenant, à l'échelle globale, puisque les changements climatiques ne sont pas localisés, ce n'est pas une question nationale, les légumineuses, en réduisant l'utilisation des fertilisants chimiques, contribuent à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Et quand vous réduisez les gaz à effet de serre, vous réduisez le réchauffement, et donc il fait moins chaud, l'environnement est beaucoup plus vivable, et puis voilà, vous améliorez généralement le cadre. Et donc les légumineuses travaillent à tout cela. C'est pourquoi nous disons que les légumineuses, si on met un accent sur les légumineuses, on peut vraiment améliorer la santé de nos populations. Merci beaucoup, Dr. Banla, pour cette explication. Monsieur Koussi aussi revient et explique que pour lui, quand il a posé la question de savoir pourquoi il y a une négligence, en fait, il dit qu'il parle de négligence en termes de recherche. Pourquoi il y a moins de recherche sur le poids d'Angole et le vendu. Donc, merci pour cette clarification, Monsieur Koussi. OK, si je fais revenir là-dessus, en fait, ce que j'avais dit précédemment répond en partie, même s'il veut parler de la recherche. Vous savez que la recherche dépend des financements. Ouais. Dr. Palanga l'a dit, c'est Beaucoup les de financement. bailleurs. Voilà, c'est les bailleurs qui financent. À l'échelle nationale, même si le politicien ne considère pas les légumineuses comme des cultures d'importance, parce qu'il ne voit pas des exportations qui lui rapportent de l'argent, il n'investira pas beaucoup dans la recherche. Et donc, vous allez vous étonner que les chercheurs ne sont pas nombreux à travailler sur le Voanjou, par exemple, sur le Cajanus cajan. Mais c'est parce que lorsqu'ils élaborent les projets, le bailleur n'est pas intéressé. À commencer par les bailleurs nationaux, c'est-à-dire sur le plan national. Donc, lorsque la situation est comme telle, ne soyez pas étonnés de ne pas voir beaucoup de chercheurs travailler sur votre culture que vous aimez tant. C'est un peu comme ça que je peux dire. Le docteur Parent pourra acheter. Avant Oui, votre ajout, docteur Palanga, il y a une question de la journaliste scientifique Adrienne. Elle est basée au Cameroun. Elle dit, je reviens sur la responsabilité des chercheurs dans la mesure où on peut aussi se dire que c'est parce que les semences paysannes disparaissent au profit des hybrides et du coup le goût change et ça n'intéresse plus certains. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? bon, laissez-moi compléter ce que le docteur Bala a dit et je reviens à la question de la journaliste. Donc, comme le docteur Bala l'a dit, en fait, c'est c'est- c'est vraiment les bailleurs qui guident les chercheurs, en fait. Quand vous écrivez un sujet de recherche, tout ça, si le bailleur n'est pas intéressé par de financement, donc vous ne pouvez rien faire. Cependant, les choses sont en train de changer. Dans le cadre du programme ARAI financé par l'Union européenne et l'Union africaine, par exemple, l'Université de Cara a eu un projet qui portait sur les légumineuses négligées. Il y a le Wanzhou, il y a les lentilles de terre, il y a les haricots, et puis il y a aussi une légumineuse très négligée qu'on appelle le haricot igname africain. Que ces programmes ont permis, en fait, le haricot igname africain, c'est une légumineuse qui produit à la fois des graines et des tubercules, en fait. Donc, double valeur. Donc, ce programme de recherche nous a permis, en fait, de recenser la diversité, de collecter, d'évaluer ces légumineuses-là. Alors, quand on parle de disparition des semences paysannes, quand vous faites la prospection, vous allez voir que le paysan conserve
les semences paysannes qui disparaissent, peut-être pour les cultures comme le maïs, le mil, etc. Mais il y a certaines cultures, pour les légumineuses, soit négligées là, le paysan conserve ses semences. D'accord? Ces semences sont conservées et c'est ce que nous collectons au cours de nos prospections pour pouvoir sauvegarder en fait cette biodiversité. Donc, je ne suis pas complètement d'accord avec la journaliste dans ce cas précis des légumineuses. Je ne sais pas si le docteur Banla a une autre manière de voir les choses, il va partager avec nous. Je comprends un peu le point de la journaliste qui pense que les semences améliorées viennent souvent euh, faire disparaître les semences paysannes. Mais en principe, c'est pas dans la réalité, ce qui doit se passer sur le terrain, c'est que les chercheurs, pour travailler, travaillent sur les semences paysannes. Le chercheur n'invente pas de semences. Même celui qui, on dit, il a créé les hybrides et autres, c'est sur les variétés paysannes au départ qu'on voit les caractères qui sont d'intérêt et on les combine pour créer ce que nous appelons les nouvelles variétés. Et donc, ce n'est pas comme si les deux secteurs doivent être en compétition, semences paysannes et puis semences améliorées, semences hybrides. Ils sont complémentaires en principe. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Maintenant, pour venir à la question des semences hybrides, comme Dr Palanga l'a dit, pour le moment, sur les légumineuses dans nos pays africains, les semences hybrides n'ont pas encore pris le dessus. Ça se passe beaucoup plus sur le céréal, le maïs et le riz et autres, pour le moment. Parce que sur les légumineuses comme l'arachide, le fouandou, un certain nombre de légumineuses, c'est pas encore évident c'est pas facile de créer des hybrides. Et donc, les semences hybrides ne sont pas encore si répandues sur le marché. Et donc, on ne peut pas dire que ce sont ces semences qui sont à l'origine des légumineuses négligées. Pour le moment, sur les légumineuses, ce n'est pas encore le cas. J'ai une question à Monsieur Palanga concernant les légumineuses haricots igname africains. Je pense que ce sont les légumineuses herbacées, c'est ça? Votre micro Oui, n'est pas oui. Quand activé. vous prenez le haricot igname africain, oui, on va dire que c'est une légumineuse herbacée. Il y a naissance, elle pousse, elle s'enroule autour d'un support. Si vous, comme une tige que vous déposez à côté, ça s'enroule autour, grimpante. Il y a naissance, grimpante, oui. Pourquoi Voilà. est-elle négligée parmi les négligés? Alors, pour le haricot igname africain, c'est le temps de cuisson qui est vraiment très long. Ça prend beaucoup de temps pour faire cuire les graines, par exemple. Et bon, d'autres personnes disent l'odeur aussi, après la cuisson, de l'eau de cuisson, c'est pas trop ça. Il y a plusieurs raisons, mais c'est surtout le temps de cuisson extrêmement long dans son cas qui fait qu'elle est vraiment menacée de disparition, quoi. Dans quelle région en produit-on le plus au Togo, par exemple? Bon, on en a trouvé quasiment dans les 5 régions, hein. Lors de la collecte, on en a trouvé dans les 5 régions. C'est une collègue de l'ITRA, le docteur Arono, qui a même fait sa thèse dessus. Donc, elle a collecté vraiment une diversité d'associations qu'on a eu à évaluer, qu'on a même caractérisé pour voir si on pouvait lancer en fait des programmes de sélection sur l'espèce. On en retrouve aussi, je pense, bien sûr, au-delà du Togo, dans la sous-région. Dans quel pays, par exemple? C'est pas au Bénin, en Bon, il y en Guinée a ou en au Côte Ghana, d'Ivoire. ça je sais. Il y en a au Ghana, il y a aussi dans l'Afrique centrale. Et là, il y en a aussi beaucoup en Afrique centrale. Vous savez, en Afrique centrale, on met un accent particulier sur les tubercules. Alors, une légumineuse qui produit à la fois des graines et des tubercules, ils en ont beaucoup. Il y a beaucoup de variétés de cette espèce-là en Afrique centrale. Congo, je crois Cameroun et puis Gabon. Avant, on va revenir sur cette question parce qu'elle m'intéresse. Je prends la question du journaliste Saïbé Kabila. Je suis journaliste basé en RDC. Je crois comprendre que la culture des légumineuses fertiliserait le sol. Dans la région du Katanga, où les sols sont généralement ferralitiques, dû à la présence des métaux lourds, comme le cuivre par exemple,
comment les légumineuses pourraient aider les agriculteurs dans ces régions minières à faire face aux effets du changement climatique accentué par la pollution des sols? Et la deuxième question, est-ce que dans un sol ferralitique comme celui du Katanga, est-ce qu'on aura les mêmes résultats en termes de production par rapport à d'autres pays? Merci. Je peux peut-être. Alors, il y a certaines légumineuses qui poussent vraiment sur des mauvais sols, des sols ferralitiques, des sols sableux. Donc, des légumineuses, certaines d'entre elles, en fait, ont des besoins euh, pas très élevés en eau, en éléments minéraux. Le pois d'Angole, par exemple, c'est une légumineuse vraiment rustique qui peut pousser un peu partout. Donc, ça, elle n'a pas besoin de grand-chose. Donc, tout dépend, en fait, je dirais, du type, de l'espèce de légumineuse qu'on peut cultiver, euh, qu'on peut cultiver sur ce genre de, qu'ils veulent cultiver, en fait, sur ce genre de sol. Donc, il y a des légumineuses très rustiques comme le pois d'Angole et des légumineuses un peu plus sensibles qui auront des difficultés à y pousser. D'accord? C'est ce que je peux dire. Maintenant, est-ce qu'on aura on aura le même rendement? Si on prend le cas du poids d'Angole, il faut se baser sur des études pour émettre, en fait, pour tirer des conclusions. Je ne suis pas encore tombé sur une étude par rapport à ça, mais peut-être que le docteur Ban a plus d'informations, mais je pense que si la légumineuse est vraiment rustique, elle peut vraiment survivre à des conditions extrêmes comme il est en train de le décrire. Merci. Sorry, mon micro était fermé. Effectivement, comme le docteur l'a dit, les légumineuses, il y a des légumineuses qui se développent très bien sur les sols ferralitiques. En tout cas, nous avons des sols ferralitiques au Togo également, où on produit très bien des légumineuses comme l'arachide, le niébé. Ce qui se passe, c'est que il y a certaines légumineuses qui sont plus ou moins tolérantes à l'acidité. Généralement, les sols ferralitiques ont tendance à être plus ou moins acides. Et donc, l'arachide, le niébé, un certain nombre de légumineuses comme ça supportent plus ou moins l'acidité. Et donc, ces légumineuses-là arrivent quand même à se développer. L'avantage qu'on a avec ces légumineuses qui supportent plus ou moins ces conditions, c'est qu'elles arrivent quand même à survivre dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire que là où vous mettez une graine de céréales, si elle pousse, elle a du mal à se développer dans ces mêmes conditions. Très souvent, il y a des légumineuses très adaptées dans nos environnements africains. Quand vous mettez la graine au sol dans ces mêmes conditions, vous allez récolter. Et ça, nous les chercheurs, même parfois, quand nous sommes en déplacement, nous observons cela au bord des routes. Dans des conditions extrêmes, on voit une plante de niébé qui quand même continue de se développer et de produire suffisamment de gousses. Donc, nous avons nos légumineuses en Afrique qui sont très bien adaptées à des sols ferralitiques et qui produisent comme l'arachide, le niébé, le soja. Au Togo, nous avons également des sols ferralitiques et nous produisons effectivement sur ces sols. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que les variétés améliorées qui viennent souvent de l'étranger, parce qu'il y en a également qui sont de plus en plus en train de rentrer dans nos pays, ne supportent pas facilement ces conditions-là, parce que c'est pas, elles n'ont pas été développées pour ces environnements. Donc, c'est pourquoi, justement, nous sommes en train de dire que nous devons nous appuyer sur nos légumineuses, qui sont très négligées, mais qui supportent nos environnements, qui sont très adaptés à nos conditions environnementales. Voilà. Merci. Nous souhaiterons informer les journalistes que dans le cadre justement de ce projet ARACH, là, nous lancerons le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone lance un concours d'articles, un concours de reportage sur les légumineuses et vous pouvez bien sûr vous servir de ce genre de webinaire aussi pour creuser un peu plus loin, pour aller en profondeur sur ce sujet, nous faire des reportages sur les légumineuses. Plus d'informations seront sur le site du réseau, bien évidemment, bien éventuellement également sur les réseaux sociaux de notre réseau. Je prends cette question, la question de Montondi Gérard du Bénin. Parmi les légumineuses négligées, lesquelles sont les plus résistantes à la sécheresse et au sol pauvre? Ouais.
Docteur Palango va y aller. J'ai vu. Ok, par exemple, j'ai donné le cas du pois d'Angole, par exemple, qui est une légumineuse vraiment résistante à des conditions plus ou moins extrêmes. Le pois d'Angole, c'est ma référence. En fait, c'est une espèce que j'affectionne beaucoup. Et elle Pourquoi? a la particularité même d'être pérenne, c'est-à-dire elle n'est pas annuelle. Donc, elle peut rester sur le terrain jusqu'à 4 ans, contribuer à la fertilisation du sol. Vous allez avoir des récoltes chaque année. D'accord? Ça, c'est le pois d'Angole. Donc, c'est l'exemple phare qui me vient en tête. Là, OK. J'ajouterai au poids d'Angole du docteur Palanga le niébé. Le niébé, vous serez surpris de constater que le niébé n'a pas besoin de beaucoup de pluie pour vraiment produire. Lorsqu'il y a la pluie et le niébé n'est pas encore en floraison, c'est pas un souci. Mais lorsqu'il y a un excès de pluie, c'est là où ça devient embêtant même sur le niébé. Donc, généralement, le niébé supporte la sécheresse. Et nous sommes très souvent même impressionnés, nous les sélectionneurs, sur la capacité du niébé à supporter la sécheresse. Je pense que vous savez, nos parents, c'est pas pour rien que certaines cultures sont restées et puis ont dominé pendant des années, des décennies nos systèmes culturels. C'est sûrement à cause de l'adaptabilité de ces cultures-là et à cause de la résistance de ces cultures-là à des conditions extrêmes qu'elles ont traversé des décennies de difficultés pour s'imposer jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il y a bien d'autres légumineuses également. Mais généralement, par rapport à cette question, ce que je voudrais préciser, c'est que les chercheurs ne sont pas souvent dans la dynamique de comparer les espèces. Nous ne menons pas souvent des travaux dans le sens de dire que entre le niébé et le cajanus qui est plus résistant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et ces comparaisons ne sont pas souvent très utiles pour tirer des conclusions. Donc, généralement, il faut voir quelle est la culture qui nous intéresse et comment on peut travailler à l'améliorer. Voilà un peu. Monsieur Ballard, Oui. j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, par exemple, par rapport au sol où il y a des contaminations en métaux lourds, tout ça, il n'y a pas, on peut essayer en fait de faire ce qu'on appelle la phytorémédiation. Il y a des légumineuses qui permettent en fait d'améliorer la santé de ces sols-là. Des légumineuses qu'on ne consomme pas forcément, qu'on peut appeler il y a des légumineuses fourragères. Il y a le Sesbania rostrata par exemple, qu'on peut planter, qui va contribuer à quoi? À réguler le niveau de métaux lourds dans ces sols ou à l'extraire carrément ces métaux lourds de ces sols-là. Donc, les légumineuses, au-delà de l'alimentation, peuvent contribuer en fait à l'amélioration de la santé du sol. Pas seulement par la fertilisation, mais en diminuant ou en régulant le niveau de métaux lourds dans les sols. Mm. Merci pour ces apports. Je pense aussi que même quand on parle des légumineuses, c'est déjà parce que elles ont des vertus au sol. Déjà, il y a ce facteur-là qu'il faut souligner encore une fois, ce qui les différencie des autres cultures. Je pense que la fève ou les lentilles, je pense qu'ils ont aussi une tolérance élevée hein, à la sécheresse. Et aussi, comment vous appelez là? C'est la fève de Bambara ou les lentilles de Bambara. Ils ont aussi une tolérance très élevée. C'est la fève de Bambara qu'on peut aussi cultiver sur des sols pauvres, si je n'abuse. Une autre question pour vous, restons toujours dans le cas du changement climatique. Les légumineuses, en quoi elles sont réellement une solution au changement climatique? Est-ce que est-ce qu'elles sont des solutions ou seulement une option parmi tant d'autres? Les changements climatiques, les légumineuses contribueront, à mon avis, les légumineuses vont contribuer à résoudre le problème de changement climatique dans le sens où, premièrement, l'agriculture contribue au réchauffement climatique également. Vous savez que l'utilisation des engrais, notamment les engrais azotés, contribue à l'émission des gaz à effet de serre. Et donc, les légumineuses étant des espèces qui ne demandent pas assez d'engrais, voire parfois qui n'en demandent même pas du tout d'engrais azotés,
dans nos systèmes culturels et donc contribuent donc à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Donc, en réduisant l'émission des gaz à effet de serre, naturellement, on réduit et donc les effets des changements climatiques, le réchauffement globalement. Maintenant, il n'y a pas que ça. Les légumineuses, nous avons dit dès le début que les graines de légumineuses sont riches en protéines. Si on peut substituer aux protéines animales les légumineuses, on contribuerait indirectement également à réduire les gaz à effet de serre parce que les élevages pour produire de protéines animales sont des contributeurs, de grands contributeurs à l'émission des gaz à effet de serre, notamment les élevages de vaches et un certain nombre de choses qui contribuent beaucoup. Donc, si on peut produire suffisamment de légumineuses et donc disposer de protéines végétales, qui sont beaucoup plus saines, qui sont mieux adaptées pour la santé humaine même. Donc, on va réduire nos consommations en termes de viande et naturellement, on va émettre moins parce qu'on va élever moins d'animaux. C'est pas pour dire que parce que nous avons des collègues chercheurs en production animale également. Donc, c'est pas comme si c'est pour dire que les légumineuses sont meilleurs que les animaux, mais c'est pour dire que pour la santé, non seulement de l'homme, mais également de l'environnement, il faut qu'on mette un accent sur les légumineuses et ça va contribuer à améliorer le problème du changement climatique. Oui. Si je puis ajouter quelque chose, comme l'a dit le docteur Banla, les légumineuses ne constituent pas la solution, mais une solution qui offre des options vraiment crédibles, surtout en agriculture. Alors, il a précisé du point de vue agronomique, on a parlé de leur tolérance à la sécheresse, Ouais. qui leur permet de pousser sur des sols pauvres. Et elles peuvent affronter de fortes variabilités climatiques. Elles ont une capacité de fixer l'azote, donc de réduire les gaz à effet de serre par l'utilisation de, de faibles doses d'engrais, voire pas du tout d'engrais. Sur le plan nutritionnel et alimentaire, elles permettent de sécuriser l'approvisionnement en protéines, du moins en protéines végétales, surtout dans un contexte où le changement climatique a tendance à menacer le rendement d'autres cultures de base. Donc, en fait, les légumineuses ont tous ces atouts, mais elles ne peuvent pas à elles seules répondre à tous les défis du changement climatique. Elles doivent être intégrées à des systèmes agricoles diversifiés, d'accord, afin de pouvoir répondre au changement climatique. N'oublions pas aussi qu'il faut des bonnes pratiques comme la gestion de l'eau et des politiques agricoles adaptées. Donc, ça doit être tout un package qui doit permettre en fait de répondre aux différents défis du changement climatique. Merci. Je voudrais vous soumettre à un exercice. Pour un temps, permettez, souffrez que pendant 2 minutes, vous allez vous adresser à nous comme des journalistes, d'accord? La question, c'est de savoir pour vous, pour un journaliste qui s'intéresse à cette question et qui voudrait, par exemple, faire un article ou un papier, ce fut intéressant que le docteur Banla donne l'exemple du Niébé qu'il a écouté dans une émission, qu'il a trouvé intéressant que les journalistes puissent vraiment couvrir davantage ce genre d'émission ou parler plutôt davantage de cette thématique-là, de ce sujet. Pour vous, si vous devez orienter le regard d'un journaliste, ou peut-être pas orienter, mais peut-être donner un avis, sur quoi faut-il commencer par regarder? Je pense, je peux simplifier la tâche en disant que vous avez mentionné déjà la responsabilité des producteurs, de l'État, et cela semble un peu comme si les légumineuses étaient colonisées. Parce que, en fait, si les bailleurs ont des financements pour financer la recherche, oui, on le fait. Mais si les bailleurs n'ont pas d'argent, euh, que devient la recherche sur les légumineuses? Pour un journaliste, est-ce qu'il faut commencer par regarder du côté des systèmes agricoles? Est-ce qu'il faut commencer par regarder du côté de la politique agricole du pays? C- Comment, le temps d'un instant, dites-nous comment vous pensez qu'on devrait s'intéresser à cette question? Par où il faut commencer déjà, selon vous? C'est un peu difficile. D'accord, bah, j'y vais. Oh, d'accord. Alors, pour moi, en fait, le journaliste a un rôle central. Ils peuvent jouer un rôle central dans la revalorisation des légumineuses parce que vous influencez à la fois les représentations, les habitudes alimentaires, les priorités publiques. Alors, vous devez faire des légumineuses un sujet de société en les rendant plus visibles, en parlant souvent.
quand on parle souvent de quelque chose, ça finit vraiment par rentrer dans la tête de ceux qui écoutent. Alors, vous pouvez par exemple faire quoi? Mettre en avant des usages concrets et attractifs, des démonstrations des recettes à base de légumineuses, faire participer des producteurs, des consommateurs aux émissions pour montrer les réalités de la production locale des légumineuses, par exemple. Et ainsi aussi, vous pouvez renforcer, ce faisant, les liens entre les producteurs et les consommateurs. Vous pouvez aussi contribuer à expliquer à travers vos émissions comment est-ce que les légumineuses améliorent la fertilité des sols, réduisent la dépendance vis-à-vis des engrais, renforcent la résilience des systèmes agricoles. Donc, autant de choses que les journalistes peuvent faire en intervenant. Moi, ce sont des pistes que je donne. Merci. Merci. Aussi, si je vais juste ajouter quelque chose à ce que le docteur Balanda a dit, il a déjà dit l'essentiel. Je dirais que pour un journaliste qui veut s'intéresser au sujet, je lui dirais que il- moi j'estime qu'il faut s'adresser aux politiques, mais en même temps aux citoyens, les deux. Parce que ceux qui décident viennent du peuple. Ils étaient dans le peuple et ils sont montés là-bas. Donc, il faut commencer par travailler au changement de mentalité, donc en informant les gens. Nous l'avons dit précédemment que c'est beaucoup plus à cause de l'ignorance, de la méconnaissance que les légumineuses sont négligées. Parce que même si on parle de leur valeur, de leur vertu, tout ça là, beaucoup de gens ne connaissent pas, même ceux qui le consomment. Je me rappelle quand on était à l'université, on mangeait ce qu'on appelle azo, et donc on considérait que c'était la nourriture des pauvres. Entre étudiants, on se moquait même. Ou des Donc, maçons. tellement sont voilà. Et donc, aujourd'hui encore, lorsque tu dis c'est ce que tu veux manger alors que tu es un fonctionnaire d'un certain niveau, c'est, oh, bon, toi, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Alors que les légumineuses ont des vertus sur le plan nutritionnel. Et donc, comme ces journalistes l'ont fait dans cette émission dont je parlais, si vous multipliez ces genres d'initiatives, vous ramenez les gens, attention, comme quoi non, on a ceci chez nous, c'est très bon, c'est ceci. Et puis quand les gens transforment ces produits, qu'ils le mettent sur le marché, quand ils viennent vers vous, les médias, pour la publicité, en faisant la publicité, si vous pouvez relever le fait qu'il y a des légumineuses locales qui rentrent dans la composition de la chose, pour montrer comme quoi c'est riche parce qu'il y a les légumineuses locales qui ont été utilisées dans la fabrication de ce produit pour contribuer. Maintenant, du côté du politicien, vous savez que vous, les journalistes, vous êtes très écoutés. Hein? On vous suit de près. Dès lors qu'on vous suit de près, bombardez-les d'informations. Dites-leur comme quoi les légumineuses, c'est important. Il faut qu'ils se tournent vers ça. Il faut qu'ils investissent. Voilà. Comme le collègue l'a dit, c'est ce que je peux ajouter. J'ai eu au téléphone ce matin un agriculteur togolais qui m'a dit qu'ici au Togo, l'haricot sabre est en disparition. Est-ce que vous confirmez cette information? Absolument. L'haricot sabre est en disparition. Et bon, on a eu le docteur Banlem, on a monté un projet sur le haricot sabre, mais qu'on n'a pas encore pu exécuter parce qu'on n'arrive pas à identifier les points d'entraînement. Alors, on serait vraiment ravis si vous pouvez nous donner le contact de ce producteur pour qu'on puisse Il, le il suit le, il contacter suit- il suit le webinaire. et voir ce qu'on peut faire avec le haricot sabre. Oui, ça, je confirme. Il est même méconnu. Quand vous en parlez, les gens ne savent même pas ce que c'est en fait. La plupart. Pourquoi c'est méconnu? À quoi cela est dû? Oh, bon, je suis Parce sûr on que n'en vend pas assez ou il y a un temps long de cuisson aussi? Ou c'est bon, autre pour chose le carrément? haricot sabre, je n'ai pas. C'est clair qu'on n'en vend pas assez. Quand vous prenez les légumineuses négligées, certains, la plupart, comme on le dit, ne font pas l'objet de commerce vraiment étendu. C'est plutôt des marchés locaux. Et trois, Voilà, où vous allez retrouver en fait ces légumineuses. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais vu le haricot sabre sur un marché depuis que je fais la prospection. Et j'en ai eu à faire wow. deux ou trois. Je ne sais pas si le docteur Bala en a vu, mais dans mon cas, je n'ai pas vu de haricot sabre. Quelles sont ses vertus, le haricot sable? Est-ce que vous en savez quelque chose, docteur Bala?
Oui, effectivement. Vous savez, les légumineuses, généralement, ce qui les caractérise, c'est leurs vertus qui sont communes aux légumineuses. Donc, c'est pas comme si les haricots sabres se détachent des autres légumineuses. Effectivement, l'haricot sabre a les mêmes vertus que les autres. Naturellement, c'est une légumineuse, donc qui s'adapte bien à nos environnements, qui supporte les environnements extrêmes, mais qui est extrêmement riche en protéines et donc qui contribuent à la santé de la population. Mais vous savez, il y a certaines légumineuses également qui sont détenues par des communautés parce que il y a une certaine, ces cultures deviennent d'une certaine manière sacrées à ces communautés-là. Vous savez qu'il y a une fête traditionnelle qui est célébrée pour le niébé, par exemple, dans une zone, qui est une légumineuse. Et donc, il y a certaines communautés comme ça qui attachent des valeurs traditionnelles à certaines cultures. Hmm. C'est à nous maintenant de travailler à ce que ces cultures ne disparaissent pas. Donc, par rapport aux valeurs que nous voulons estimer, ce n'est pas juste les valeurs quand le scientifique fait des mesures au laboratoire, teneur en protéines, riche en ainsi. Il y a aussi ce que nos communautés attachent comme valeur à cette culture-là, une valeur traditionnelle, comme quoi depuis des décennies, de père en fils, ils se sont transmis ça. Donc, nous devons avoir ça à l'esprit, surtout que ces derniers temps, nous parlons beaucoup de panafricanisme. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Ablam Akodivo, journaliste au Bénin. Voici mes questions. Comment intégrer les légumineuses dans les habitudes alimentaires urbaines? Si l'on investissait massivement dans la recherche et la promotion des légumineuses, à quoi ressemblerait l'agriculture africaine dans 10 ans? La troisième question, comment les légumineuses peuvent-elles devenir un symbole de souveraineté alimentaire et de résilience africaine? Ça fait beaucoup, hein? Trois questions. La première, comment intégrer les légumineuses dans nos habitudes alimentaires urbaines? La deuxième, est-ce si on investissait massivement dans la recherche, dans la promotion des légumineuses, à quoi ressemblerait l'agriculture africaine dans 10 ans? Je suis tenté même de dire dans 50 ans, dans 30 ans. Comment les légumineuses peuvent-elles devenir un symbole de souveraineté alimentaire et de résilience africaine? Euh, bon, peut-être je vais commencer. Donc, en fait, pour réussir à intégrer les légumineuses dans les habitudes alimentaires, moi, je crois fermement que c'est une question de politique et d'orientation agricole. Donc, il faut que le gouvernement fasse des légumineuses des leviers de durabilité, de nutrition. Ils doivent les inscrire comme des cultures prioritaires dans les stratégies nationales. Donc, ils doivent accorder de l'attention à ces légumineuses, les sortir de leur statut de légumineuses négligées et en fait des cultures prioritaires, fournir des statistiques officielles, fixer des objectifs de production et ce faisant, ils vont de plus en plus attirer l'attention de la population sur la consommation de ces légumineuses. Alors, comment associer? Je pense que la deuxième question, c'était comment associer les légumineuses Non, la aux deuxième autres. question, c'est de savoir si on investit massivement, à quoi ressemblerait l'agriculture africaine dans les 10 prochaines années. Je pense que l'agriculture africaine va tirer énormément de bénéfices si on intégrait vraiment les légumineuses à large échelle dans nos systèmes de production. Je vais vous donner un exemple. Plein d'études ont montré que lorsqu'on cultive, par exemple, que ce soit le niébé, le soja avec le maïs, ou le pois d'Angola, non, pas le soja, le pois d'Angola avec le maïs, on augmentait le rendement de la céréale, du maïs, par exemple. Ou bien si cette année, vous faites une rotation de culture, vous mettez le pois d'Angola, l'année qui suit, le rendement de votre maïs, si vous le semez, augmente beaucoup. Donc, on peut soit les associer à d'autres cultures ou les intégrer dans un système de rotation. Et ça va améliorer nettement le rendement de nos cultures. Et qui dit amélioration de rendement, dit forcément quoi? Plus de sources de revenus pour le producteur. Donc, on va à la fois sauvegarder la diversité, préserver la santé environnementale, mais aussi il y a le volet social qui contribue à faire quoi? Améliorer le niveau de vie des producteurs. Donc, voilà un peu pour la deuxième question. La troisième, c'était?
La troisième question, c'était comment les légumineuses peuvent-elles devenir un symbole de souveraineté alimentaire et de résilience africaine? Je pense que cette troisième question rejoint un peu la première question où on a Oui. parlé de la stratégie à adopter, les sortir de leur statut de négligé en faire des cultures prioritaires. Vous savez, dans certains pays comme l'Inde, par exemple, on adopte une espèce comme symbole national, par exemple. La mangue, je ne sais plus trop dans quel pays, mais on peut aller vers ce genre de choses pour pouvoir vraiment faire la promotion de ces légumineuses. Bon, je félicite le gouvernement togolais par rapport à la politique du consommé local qui a été lancée. Ce qui a fait que je me rappelle que lors du colloque 2021 qu'on a organisé à l'université de Cara, par exemple, tout ce qu'on a fourni comme petit déjeuner, c'était à base de quoi? D'aliments locaux. On a même retrouvé des bouillies à base de pois d'Angola, etc. Donc, ce sont ces genres d'initiatives-là qui peuvent vraiment faire que qu'on s'intéresse en fait de plus en plus à ces légumineuses-là. Voilà, merci. J'ignore si le docteur Bonla veut ajouter quelque chose, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on a énormément de questions qui attendent. Je viens encore d'en recevoir une, ce qui montre l'intérêt des confrères pour cette thématique, la question de la consoeur Kaditiam du Sénégal. Les légumineuses négligées comme le fonio, euh, en plus de leur arrêté, sont très chères, ce qui ne promet pas, malgré leurs bienfaits sur la santé, qu'on les retrouve assez dans l'assiette. Euh, elles- oui, c'était la question de savoir pourquoi, malgré leurs bienfaits, le fonio est d'autant plus cher. Je pense que je sais pas si c'est une question que nos docteurs voudraient répondre. Ça peut être un enjeu Oui, financier, économique aussi, qui justifie peut-être, mais je ne sais pas. Est-ce que vous oui, avez des oui. informations partagées? Par rapport au fonio, le fonio n'est pas une légumineuse, c'est une céréale. Ça, d'abord, bon, je travaille aussi sur le fonio, c'est une céréale. Vous savez, quand on cultive pas beaucoup quelque chose, il y en a peu, n'est-ce pas? Et Oui, donc, pour vendre, on vend ça à un prix plus élevé. Donc, je pense que les économistes parlent de la loi de l'offre et de la et de la demande. demande. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Quand vous prenez le poids d'Angola actuellement, le bol du poids d'Angola coûte plus cher que le bol du soja. Pourquoi? Il est moins cultivé et donc il y en a très peu sur le marché. Si les politiques changent, ça va encourager quoi? À en produire plus, à le rendre plus disponible et donc à diminuer, à faire baisser plus ou moins les prix sur le marché. Donc, je pense que c'est parce que ce n'est pas très disponible, c'est à cause de leur rareté, en fait, que leurs prix sont assez élevés. Voilà, merci. Ouais, ici, je vais ajouter quelque chose aux questions qui étaient posées précédemment pour dire comment faire la promotion des légumineuses. Je prends juste un exemple pour attirer l'attention de nos politiciens. Il y a ce que nous appelons aujourd'hui les cantines scolaires. Ouais. Au lieu de faire des importations de sacs de riz, de blé, de certain nombre de choses pour cuisiner dans nos écoles, les enfants peuvent être initiés à des jardins où on peut produire des légumineuses qui viennent rentrer directement dans la cuisine pour les cantines scolaires. Une fois à la maison, ces enfants vont en parler à leurs parents, comme quoi les légumineuses, ainsi de suite. Et en grandissant, ils intègrent cet aspect. On peut travailler sur ces genres de choses. Et je pense que ça va rentrer dans les habitudes si nous ne commençons pas à changer nos enfants en termes d'importance au niveau des légumineuses. Voilà. Pour ajouter Et à je ce que le pense docteur Palanga dit. qu'il faut dans ce sens aussi changer les perceptions du public par rapport aux légumineuses. Quand vous recevez des invités chez vous, par exemple, je parle en tant que bon Togolais, et que vous leur servez non pas du foufou, mais de l'haricot, c'est un peu comme si vous sous-estimez un peu vos autres. En fait, il faut, je ne sais pas si ce sont les sociologues qui vont travailler sur cet aspect-là, de changer peut-être la mentalité ou la perception, voilà, la conception que nous avons des légumineuses. Et il faut encore une fois, je pense que c'était important, la raison pour laquelle au début j'ai demandé par exemple que vous nous expliquiez ou que vous nous fassiez une liste des légumineuses. On vient d'entendre une question sur le fonio qui n'est pas une légumineuse malheureusement. On a parlé, on a cité l'haricot, le soja.
l'arachide, les lentilles, le pois cajan aussi. Quoi d'autre encore, s'il vous plaît, le pour que haricot nos igname, confrères et nos consoeurs puissent avoir une idée beaucoup il y plus. a le haricot igname, la lentille de terre, le Le pois niébé, bambara, le niébé et le haricot jack. haricot jack. Oui. Haricot jack. Canavelia is in it for me. Bon, je vous ai demandé le numéro du producteur qui vous en a Il est parlé. live aussi, j'ai vérifié encore une fois, il est toujours avec nous. Oui. Ok, alors voilà un peu ce dont les lentilles de terre aussi sont très intéressantes. Donc voilà un peu ce dont on a parlé aujourd'hui. Sans oublier le soja et l'arachide qui sont vraiment beaucoup connus et sur lesquels des travaux ont été faits en long et en large. En fait. Mais il y en a aussi, on l'a dit au début, qu'il y a des légumineuses aussi qu'on cultive pour l'élevage. Est-ce qu'on peut en citer en deux? Je pense en France, on parle du lupin, du sainfoin aussi, si j'ai la bonne appellation. Quelles sont peut-être les légumineuses qui sont cultivées ici au Togo ou en Afrique pour l'élevage? Ce Est-ce qu'il qu'on veut a dire par quelques rapport. exemples, pas une liste exhaustive, mais si on Ouais, a ouais, des ouais, exemples. ouais. Pour le moment, notre élevage, dans nos pays, nos élevages sont, comme on le dit, beaucoup plus extensifs. Les gens font l'élevage en laissant des animaux en divulgation. Il y a très peu de gens qui qui cultivent pour nourrir les animaux, comme je peux le dire, pour ne pas utiliser des mots pour scientifiques. Et donc, les rares qui se lancent dans les cultures également pour nourrir les animaux utilisent pour le moment des céréales, Les pas céréales, vraiment de OK. légumes, des céréales. OK. Donc, des herbacées, des panicomes et autres des espèces, c'est eux qui ont été testés pour le moment dans l'alimentation des animaux. Mais nous, récemment, je suis en train de travailler sur un projet avec un collègue qui est dans l'alimentation des animaux, qui est en train de composer un aliment spécial pour le bétail et il veut utiliser des variétés d'arachides les plus rentables possibles. Et donc, nous sommes en train de sélectionner des variétés pour cela. Je vous rappelle que dans le pays comme le Niger, il arrive des périodes de l'année où le grain d'arachide coûte moins que la tige d'arachide. Ça veut dire que lorsqu'on arrache l'arachide, tu peux prendre les graines, mais les feuilles, c'est plus cher que les graines. Et donc, c'est pour vous montrer l'importance de ces biomasses-là dans les élevages. C'est en train de venir petit à petit. Je pense que ça va venir, mais pour le moment, les légumineuses ne sont pas vraiment cultivées spécialement pour nourrir les animaux autour. Et Il est 14h02. Oh, je peux allez-y. ajouter un petit truc. Oui, bien sûr, avec plaisir. On me dit, le docteur Banla, c'est plus cultivé pour l'alimentation, mais dans les mûriers ruraux, vous allez voir que certains les utilisent pour nourrir, par exemple, la volaille, etc. Par le cas du pois d'Angole, le pois d'Angole concassé est utilisé pour nourrir la volaille, ou parfois certains producteurs l'utilisent pour faire la provence. Donc, nous-mêmes, au niveau de notre institut, on a fait des recherches sur l'intégration, par exemple, du pois d'Angole dans l'aliment des poissons et des volailles pour voir si ça a une plus-value par rapport au soja, par exemple. Donc, on peut intégrer ces légumineuses-là. C'est même une manière de faire leur promotion aussi, en montrant l'aspect que ces légumineuses pourraient avoir, en fait, sur l'élevage. Voilà. Merci beaucoup. Je disais tantôt qu'il est 14 heures, passé maintenant pas de 2 minutes, de 3 minutes. Nous avons commencé à 13 heures. Le webinaire est prévu pour 1 heure. Est-ce que vous avez encore 10 minutes? Parce qu'il y a, je pense, 3 ou 4 questions dans la boîte de chat auxquelles on n'a pas encore répondu. Qu'est-ce que vous dites? Je vous laisse le choix d'exercer votre droit de veto. Il n'y a que On y va, on y va. D'accord. La question de Harmon Boulou. Je suis journaliste au Bénin. Je voudrais savoir comment les scientifiques peuvent aider les décideurs politiques à comprendre que subventionner les légumineuses est plus rentable à long terme pour la santé publique et le sol que de subventionner uniquement le riz ou le maïs. Comment pouvez-vous aider les décideurs politiques à comprendre cela? Oui, effectivement, comme je le disais précédemment, vous savez, il y a un cap à franchir entre la recherche qui débouche sur des résultats scientifiques et
le, le fait d'amener le politicien à prendre des décisions qui vont dans le sens des recherches scientifiques, il y a un gap qu'on n'arrive pas à combler. J'ai entendu récemment les chercheurs français aussi se plaindre, comme quoi ils arrivent difficilement à convaincre leurs politiciens sur un certain nombre de choses. Ce sont des réalités. Il y a cette différence-là. Mais pour nous, il y a ce que nous appelons la vulgarisation des résultats. Lorsque les résultats sont obtenus, maintenant, il faut trouver le moyen de communiquer, le moyen d'aller vers le public pour amener le public à comprendre, rendre le message maintenant digestible et compréhensible pour le politicien, pour le commun du mortel, pour qu'il puisse changer de mentalité, prendre les décisions qu'il faut. Je pense que c'est à nous, les chercheurs, de travailler Oui. sur cet aspect-là. Je ne peux pas ici dire comment est-ce qu'on va le faire. Pour le moment, nous faisons ce que nous pouvons, nous écrivons parfois les fiches techniques, il y a ce que nous appelons les policy briefs, parfois des réunions, il y a 2 jours, j'étais en réunion avec le ministre de l'Agriculture même, et où nous avons discuté pendant 30 secondes comme ça sur l'importance des légumineux. Ça veut dire que dès qu'il y a des opportunités, il appartient aux chercheurs d'utiliser cette petite opportunité-là pour faire comprendre aux politiciens comme quoi, avec les légumineuses, nous pouvons assurer la santé de nos populations et à long terme. Et à long terme. Vous m'avez ôté la possibilité de rebondir sur votre intervention. Vous avez bien dit que ce sont les scientifiques, les chercheurs. J'allais vous poser la question. Alors, qui ne communique pas assez? Vous l'avez dit vous-même. Je pense que c'était le mois dernier à Dakar pour une conférence des scientifiques et ça faisait l'objet d'une session, en fait, que la communication scientifique n'est pas une perte de temps et que c'était important pour les scientifiques eux-mêmes de communiquer parce que quand vous ne communiquez pas, les gens ne sont pas informés. Et parmi ceux qui lisent, ceux qui s'informent, il n'y a pas que le public, il y a aussi les décideurs qui ne sont pas suffisamment informés sur certaines questions et qu'il faut aller vers le public, qui sont aussi bénéficiaires en fait de vos projets de recherche parce que ce sont les premiers bénéficiaires et qu'il fallait démocratiser. On va pas, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, donc je vais m'arrêter là. Encore une autre question que nous recevons de Aboubakar Sombi, autant pour moi. Désolé, moi je ne suis pas journaliste, mais enseignant-chercheur. Je suis spécialiste des insectes vecteurs de maladies. Très bonnes initiatives et félicitations à vous. La question que j'ai pour les panélistes, pour ces légumineuses négligées, sont-elles une option importante pour la sécurité alimentaire? Quelle menace en termes de dépréciateurs pour ces légumineuses? Je n'ai pas bien entendu la fin de la question. Je relis la question. Pour ces légumineuses négligées, sont-elles une option importante pour la sécurité alimentaire? Deuxième question. Quelle menace en termes de dépréciateurs ou dépréciateurs, je pense qu'il voulait écrire Ouais, dépréciateurs ouais. pour ces Mm, légumineuses. Aussi, Monsieur mm. Aboubakar, vous êtes toujours là, vous pouvez reformuler votre question pour que les panélistes puissent mieux comprendre ce dont il s'agit. Mais je Je pense que la pense qu'il première parle question, c'est de des. savoir déjà, voilà, est-ce que les légumineuses sont une option importante pour la sécurité alimentaire? La seconde veut parler des menaces en termes d'insectes qui attaquent donc ces légumineuses. Donc, docteur Donc, Palanga, vous pouvez. oui, donc je pense que pour ce qui est de la possibilité des légumineuses d'être une option pour la sécurité alimentaire, c'est carrément oui, on en a parlé. Ces légumineuses-là peuvent pousser sur des sols où d'autres cultures ne peuvent pas pousser. D'accord? Donc, dans ce contexte de changement climatique où il y a la sécheresse, très peu de pluie, etc., où les sols arables deviennent de plus en plus rares à cause de l'urbanisation, on voit que les légumineuses offrent une option viable, en fait, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elles sont très peu exigeantes en termes de pluie. Elles peuvent pousser sur des sols marginaux. Donc, voilà. Certaines sont sujets à la pression des ravageurs. On prend par exemple la lentille de terre, c'est une légumineuse qui est particulièrement dérangée par des insectes. Donc, ces insectes-là impactent en fait la production de ces légumineuses. Et ça fait que même certains producteurs sont découragés et ont tendance en fait à ne plus les produire. Ce sont des menaces, des risques biotiques plutôt, liés à des ravageurs ou à des maladies. Ces menaces-là existent.
D'accord? Mais comme je l'ai dit, comme elles sont négligées, très peu de travaux ont été faits dans ce sens. Hmm. Donc, c'est ça le réel problème, en fait. Je vais laisser le docteur Banla compléter. Je vais compléter juste au niveau des insectes et des déprédateurs. Sur les légumineuses, effectivement, comme le docteur Pananga l'a dit, nous avons beaucoup de menaces, notamment les maladies fongiques, les maladies virales, et qui sont souvent, surtout les maladies virales, transmises par les insectes. Des insectes qui eux-mêmes parfois sont des polyphages, qui se nourrissent sur les gousses et les graines. Donc, les insectes constituent une contrainte majeure sur les légumineuses, pas spécialement les légumineuses négligées, mais sur les légumineuses dans leur ensemble. Les insectes constituent une contrainte majeure. Parce que hier même, comme je le disais, j'étais à une réunion où les statisticiens ont présenté un peu leur rendement au Togo et le ministre a demandé qu'on présente également les menaces constatées cette année. Et donc, il est revenu, par exemple, sur les légumineuses, haricots et puis niébé. Il disait tout le temps attaque d'insectes. Les paysans se prennent attaque d'insectes. Donc, c'est une réalité. Sur les légumineuses, contrairement aux céréales, sur les légumineuses, les insectes sont une contrainte majeure. Et je pense que le professeur, comme il l'a dit, il est chercheur sur les insectes. Il a vraiment un rôle à jouer pour vraiment qu'on mette en valeur nos légumineuses négligées et aider nos parents à contrôler un peu ces ravageurs. Cette question, je parie fort qu'elle nous vient non pas d'un journaliste aussi, mais d'un chercheur. Euh, Elle dit, euh, Monsieur Wassimé, qui voudrait savoir comment trouver les financements pour faire la sensibilisation. Les chercheurs eux-mêmes sont à la recherche de financement, si je me trompe. Oui, je ne vous le cache pas, trouver les financements, ce n'est C'est ardu. pas évident. Donc, ce que nous faisons, c'est que quoi, quand nous élaborons un projet, nous incluons la partie vulgarisation dans le projet. Donc, nous faisons nos recherches, mais nous avons obligation de vulgariser les résultats. Donc, c'est dans cette approche-là même que nous nous trouvons actuellement, vulgariser les résultats de nos recherches. Donc, il y a, moi, c'est ce que nous faisons au niveau de l'université. Mais comme le docteur Banla, lui, il est dans une structure de recherche étatique, je vais le laisser peut-être exposer comment eux, ils procèdent de leur côté. Ouais, je dirais, comme vous le dites, effectivement, dans le cadre de nos activités, l'approche est la même qu'au niveau des universités. Mais de plus en plus, comme le docteur Palanga l'a dit au début, que nos autorités s'intéressent de plus en plus au sujet. Donc, ils se tournent de plus en plus. Depuis quelques années, en tout cas, ils s'intéressent de plus en plus aux légumineuses, au Togo, en tout cas. Et donc, il y a des initiatives qui visent surtout à soutenir la vulgarisation des résultats de recherche. Parce que le politicien, ce qui est important pour lui, c'est comment montrer à ses électeurs qu'il est en train de transformer leur vie. Donc, nos histoires de labo, ça ne l'intéresse pas trop, mais dès qu'il y a un résultat et qu'il peut l'utiliser pour, excusez-moi, pour faire sa campagne, ça l'intéresse beaucoup. Donc, c'est à nous d'amener ces résultats et de dire aux chercheurs qu'avec ça, par exemple, tu peux aller dans des localités et dire aux gens que oui, ils peuvent augmenter leur rendement, ainsi de suite. Nous avons par exemple au Togo ce que nous appelons les parcs technologiques, financés bien entendu par le CORAF, mais via le gouvernement togolais. Et donc, ces parcs sont des lieux d'exposition aujourd'hui des technologies. Nous mettons de plus en plus de légumineuses là-bas, y compris les légumineuses négligées. Et nous invitons très souvent les producteurs, les petits producteurs, les gens qui vivent dans les environs pour venir voir un peu et leur expliquer l'importance de cette culture, comment, ainsi de suite. Mais c'est l'occasion également, puisque ce n'est pas les producteurs seuls qui sont invités. Il y a les responsables politiques de la zone, de la région, ainsi de suite. Et donc, quand ils viennent, ils découvrent tous, ah, vraiment, cette légumineuse, elle est si importante. Et quoi. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il y a de plus en plus de prise de conscience au niveau du politicien. Et donc, nous, on a pour responsabilité de travailler à amener des résultats concrets pour leur dire, voilà, ceci peut vous servir.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va encore prendre deux questions et nous arrêter là, parce qu'il y en a tellement et qu'on peut excéder 2 heures assez facilement sans s'en rendre compte. On a encore une, deux, trois questions. La question de Dean Baguiri. Face au changement climatique, en quoi les savoirs agricoles ancestraux autour des légumineuses peuvent-ils être mis à l'échelle scientifique tout en préservant leur ancrage communautaire? Je reprends la question. Face au changement climatique, en quoi les savoirs agricoles ancestraux autour des légumineuses peuvent-ils être mis à l'échelle scientifique tout en préservant leur ancrage communautaire? Ok, je vais peut-être commencer. Euh, les savoirs traditionnels sont très importants. Quand on fait un travail sur une espèce donnée, c'est très important de comprendre les usages qui en sont faits localement, l'importance culturelle de l'espèce, etc. Parce que ce sont ces informations qui vont faire quoi? Aiguillonner la conservation ou l'amélioration ou la promotion de l'espèce. Donc, dans la recherche qu'on fait souvent, on fait ce qu'on appelle des enquêtes ethnobotaniques qui nous permettent de réunir les connaissances des producteurs sur l'espèce. Les producteurs eux-mêmes ont cultivé l'espèce pendant assez longtemps, donc ils ont un certain nombre de connaissances sur le cycle, les caractéristiques, etc., qui nous fournissent et qui nous permettent, nous, scientifiques, en fait, de pouvoir élaborer nos programmes de conservation ou nos programmes d'amélioration. Donc, ce sont des données très importantes que nous collectons sur le terrain et que nous utilisons pour l'amélioration, la conservation et la promotion de l'espèce. Vous n'allez pas, par exemple, certains programmes de sélection se heurtent à des échecs parce qu'ils ne tiennent pas compte, en fait, de l'avis ou de la préférence des producteurs des régions. Vous produisez une variété sans tenir compte des préférences des producteurs. Vous allez dans la région, les producteurs ne vont jamais adopter la variété, par exemple. Donc, c'est pour ça, en fait, que nous nous efforçons de mettre au centre de nos recherches les connaissances et les perceptions locales de ces producteurs. Merci. Les deux dernières questions pour clore ce webinaire. Quel projet de recherche actuel au Togo ou dans la sous-région visant à redonner une place centrale aux légumineuses? Quels sont les projets de recherche en cours au Togo ou dans la sous-région africaine qui visent à redonner une place centrale aux légumineuses? La deuxième question, quels sont les avantages concrets pour les agriculteurs qui adoptent ces cultures par rapport aux céréales dominantes? Une question qui nous vient d'une participante, Sherifa. Je vais laisser le docteur Balla répondre aux questions sur les projets régionaux, sur les légumineuses, mais je peux vous dire qu'à l'Université de Cara, on a un projet qu'on mène avec l'ITRA sur les légumineuses négligées. Le docteur Balla mène plein d'autres projets sur l'arachide, le soja. Mais je voulais rebondir sur la troisième question. Tu peux me la rappeler, s'il te plaît? La troisième question, c'est quels sont les projets? C'est deux questions, hein. La Non, non, pas première celle-là. question, OK. Les projets de recherche, ou quels sont les avantages concrets pour les agriculteurs qui adoptent cette culture par rapport aux céréales qui sont dominantes? En fait, ce ne serait pas adopter les légumineuses au détriment des céréales, hein. Ce serait intégrer les légumineuses dans les systèmes de production comportant en fait les céréales et plein d'autres cultures. Parce qu'il faut une alimentation équilibrée. Les légumineuses apportent certes les protéines, mais comme on l'a dit, les céréales apportent quoi? La sous-énergie. Donc, on ne peut pas dire juste qu'on va faire des cultures, on va cultiver juste des légumineuses. Non. Il faut les intégrer à nos systèmes de culture. Et en les intégrant, on va réduire quoi? Nos dépendances vis-à-vis des engrais, par exemple, comme l'a expliqué le docteur Banla. Puisque les légumineuses ont la particularité de fixer l'azote, qui est un minéral qui intervient dans la productivité des plantes, puisque
La légumineuse, elle fixe biologiquement l'azote. On réduit moins l'argent, on réduit l'argent qu'on dépense en fait pour acheter les engrais azotés. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ça permet une augmentation du rendement. J'ai donné un exemple, par exemple. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Aussi une année, l'année A, on fait la culture d'une légumineuse comme le pois d'Angola. L'année B, lorsqu'on va cultiver le maïs, on va remarquer quoi? Une augmentation du rendement. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à sa question. Merci. Bon, pour ajouter Euh, à ce que le docteur a oui. dit par rapport au projet, si je vais prendre quelques initiatives à l'échelle internationale, nous avons de grands ensembles internationaux qui font des recherches sur les légumineuses. Lorsque nous prenons l'ICRISAT, par exemple, l'ICRISAT travaille depuis plusieurs années sur beaucoup de légumineuses, dont les légumineuses que nous appelons négligées au Togo, notamment le Cajanus cajan, on appelle généralement pois d'Angole, qui est la culture préférée de Dr Palanga. Et donc, il travaille sur l'arachide également, sur le niébé. Donc, et l'ICRISAT, c'est une structure, c'est une organisation d'envergure mondiale qui travaille vraiment sur un certain nombre de légumineuses qui sont considérées comme négligées. Et donc, ils travaillent avec les programmes de recherche nationaux qu'ils appuient dans le développement de variétés, dans l'identification de variétés adaptées à amener aux producteurs. Nous avons également d'autres centres comme le CERAS qui se spécialise sur l'arachide, qui interviennent également. Et plus récemment, nous avons des réseaux comme ADSIN, Africa Dryland Crop Improvement Network, qui est un réseau qui travaille sur l'amélioration des céréales et légumineuses tropicales. Et donc, parmi ces légumineuses tropicales, déjà les travaux ont commencé sur l'arachide, sur les niébés et sur le pois d'Angola, encore la culture préférée du docteur Palanga. Donc, c'est pour dire qu'il y a ces initiatives à l'échelle internationale qui sont en train d'intervenir d'ores et déjà. Mais nous avons également des projets qui sont sous-régionaux, qui en partie nationale, mais sous-régionaux également. Il y a un projet, par exemple, sur le soja, où il y a le Burkina, le Togo, le Sénégal et le Tchad qui travaillent sur l'amélioration des variétés de soja et à voir comment améliorer l'aspect nutritionnel au niveau des petits producteurs. Comment est-ce que le soja peut être intégré dans les systèmes alimentaires pour améliorer la nutrition. Encore ici, nous voyons un peu l'aspect nutritionnel des légumineuses qui sont mis beaucoup plus en avant. Voilà, il y a à côté de ça des projets nationaux, des programmes de sélection. Dans tous les pays africains aujourd'hui, il y a ce que nous appelons le programme légumineuse. Ça déjà, ça montre que nos États reconnaissent l'importance de plus en plus des légumineuses. Dès lors qu'ils ont mis en place un programme qu'ils appellent légumineuse. Et donc, ces programmes travaillent généralement sur les légumineuses avec de faibles moyens, mais l'initiative est déjà bonne, il faut l'encourager et espérer que les moyens viennent de plus en plus pour améliorer ce qui est déjà là. Merci beaucoup. Merci aussi au producteur qui travaille sur l'haricot sabre. Il nous dit qu'il pense qu'il faut rajouter le mucumon et l'arachide pinto, qui sont aussi des légumineuses fourragères négligées. Merci beaucoup à nos deux chercheurs, aux deux docteurs qui nous ont accordé leur temps. Ça fait les 14h23 bientôt 1h30 que nous avons passé du temps à discuter, à parler des légumineuses. Au début, je disais 1 heure pour vous aider à comprendre les légumineuses. Finalement, on a fait 1h30. Et je pense que si on ne s'arrête pas là, on peut continuer pendant, pendant 2 heures parce que le sujet est intéressant. Il y a énormément de questions. Et je voudrais dire merci aussi à tous les participants qui sont restés depuis le début jusqu'à maintenant et qui ont aussi nourri ces échanges-là avec leurs nombreuses questions. Merci pour votre intérêt, merci pour la qualité des échanges que nous avons eus aussi, pour la qualité aussi des questions que vous posez. Je rappelle que c'est un projet de webinaire, une série de webinaires que nous allons organiser toutes les semaines jusqu'en février. Et nous organisons ces webinaires dans le cadre du projet Arise, qui est un projet pionnier financé par l'Union africaine, l'Union européenne aussi, l'Union européenne et l'Union africaine, et piloté par l'African Academy of Science et au Togo par notre enseignant-chercheur qui participe à ce webinaire avec nous. Donc, nous aurons un concours, un prix qui va être lancé
qui est déjà lancé même à partir de cet instant-là autour des légumineuses, dont nous vous encourageons, parce que l'une des conditions également, c'est de participer à tous ces webinaires que nous organisons autour des légumineuses pour pouvoir avoir la chance de pouvoir postuler à ce concours-là. Merci encore à vous, docteur, de votre temps, de votre précieux temps d'ailleurs, parce que les chercheurs, ils n'ont souvent pas le temps. Et je pense que c'est une vieille rengaine entre les journalistes et les chercheurs n'ont souvent pas le temps de répondre à nos préoccupations. Mais merci à vous d'avoir accepté de participer à ce webinaire avec nous. Merci au docteur Palanga Kofi Kibalou, enseignant-chercheur en biochimie et biologie moléculaire à l'Université de Kara, et au docteur Isaouna Modombala, qui est sélectionneur et chef programme légumineuses à graines à l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi où que vous soyez. Merci à vous encore, chers collègues et chers confrères. Pour ceux qui ont demandé à avoir les contacts des panélistes, je leur enverrai un mail et si j'ai leur OK, je vous enverrai leur mail. Et pour les autres confrères, je vous encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur nos canaux d'information pour être au courant des prochaines sessions sur les légumineuses. Je viens de voir un commentaire sur Facebook d'un journaliste qui ne se plaint pas, mais qui nous fait la remarque de savoir qu'il n'a pas pu poser sa question. Si vous avez des questions qui n'ont pu être posées au cours de cette session, vous pouvez toujours nous les envoyer. Nous renverrons ces questions-là aux panélistes. Je pense qu'ils sont disponibles pour répondre à vos préoccupations. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on ne mette fin à cette session qui a été franchement instructive et très intéressante. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Ce fut vraiment un plaisir d'échanger avec eux. Donc, j'espère qu'on, bon, pas j'espère, oui, j'espère les revoir lors des prochains webinaires. Et je suis très impatient de continuer à discuter sur les légumineuses et les opportunités que ces dernières nous offrent face au changement climatique. Merci beaucoup. Docteur Sovna. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie à vous d'abord, monsieur le journaliste, et puis merci aux collègues. Merci à tous les participants. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde et autant de gens s'intéresser aux légumineuses. J'ai vu que le sujet intéressait beaucoup. Ça, c'est une bonne chose. En tout cas, ça nous met la pression pour qu'on travaille parce que beaucoup de gens doivent regarder, attendre nos résultats. Vraiment, merci beaucoup. Alors, moi, mon dernier mot pour vous, c'est bon appétit avec un plat d'haricots, hein, ou un plat d'haricots igname, ou voilà, de niébé ou d'arachide. En tout cas, on parle des légumineuses, mais il faut qu'elles fassent déjà le retour dans vos assiettes en cette journée. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.